Je suis très contente d'être à Lille puisque j'ai eu l'honneur et l'avantage de participer au programme POPSU Lille, qui était une expérience à la fois enrichissante, joyeuse, sympathique et toutes ces sortes de choses. Donc ça valait le coup de revenir. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un mélange de différents résultats de recherche qui résultent de travaux que je conduis depuis, on va dire, un certain nombre d'années, qui deviennent un peu longues, et qui vont combiner des recherches, alors beaucoup de recherches sur l'agglomération parisienne, pas parce que je pense que Paris mérite toute l'attention, mais parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Paris, et que pour Paris, on a beaucoup de données qu'on n'a pas pour d'autres agglomérations. Donc ça permet quand même d'avoir un certain nombre d'informations qui sont pour certaines généralisables et pour d'autres pas. Et puis je reviendrai aussi sur quelques résultats qu'on a eus dans le cadre du programme POPSU Métropole et de la métropole européenne de Lille. Je vais commencer par quelques éléments de cadrage dans la mesure où je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familiers tous et toutes des questions de métabolisme, de trajectoire socio-écologique, etc. Mais je vous rassure, ça va aller très vite. Hein, c'est juste pour que vous sachiez d'où je parle et qu'on sache que signifie quoi. Et donc, les travaux que je conduis, que je vais vous présenter, ils s'inscrivent dans le champ de ce qu'on appelle l'écologie territoriale. Alors, c'est un champ qui n'est pas très stabilisé, hein, qui est... on va dire, alors avant je disais émergent, mais à force d'émerger, il faudrait qu'il arrive à atterrir, ou je sais pas, à faire quelque chose, mais bon, en tout cas, on va dire maintenant en cours de stabilisation, dans le champ des travaux sur le métabolisme territorial, et donc des trajectoires et transitions socio-écologiques, comme cela a été dit. Et donc finalement, ce qu'on essaye de comprendre lorsqu'on travaille dans ces domaines-là, c'est qu'est-ce que c'est que les interactions entre les sociétés et la biosphère, et quelles implications, bien sûr, ont ces interactions pour les unes et pour l'autre. Et cela, on le fait grâce à un prisme d'analyse qui est donc ce fameux métabolisme territorial. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir quelle est la pertinence de l'utilisation du terme métabolisme lorsque on l'applique à des sociétés, à des territoires, à des villes. On pointe toujours le danger de l'organicisme, et bien entendu, la plupart des gens qui travaillent sur le métabolisme territorial ne pensent pas que les territoires sont des organismes, ni les villes, ni les sociétés, mais il n'en demeure pas moins que ce que l'on retire de la notion de métabolisme, c'est tout ce qui concerne les échanges d'énergie et de matière. Et finalement, on peut dire, en première approche, que les interactions entre les sociétés et la biosphère, dans leur expression concrètes, eh bien, ce sont tout simplement des échanges d'énergie et de matière. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans ces échanges, qui peuvent être de nature culturelle, de nature onirique ou tout ce que vous voulez, artistique, etc., etc. Mais concrètement, eh bien, nous avons besoin, par exemple, de nourriture pour pouvoir vivre. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses qui nous permettent de vivre en société, et ces choses, elles sont supportées par des flux d'énergie et de matière. Ce métabolisme, il est le résultat de l'entrelacement de processus qui sont naturels, la pluie, l'évaporation, la nitrification, la dénitrification, enfin bon, on pourrait citer plein de processus de cette nature, et puis de processus sociaux qui sont portés par des techniques, que ce soit des puits pour capter de l'eau ou des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, et toutes sortes de choses qui renvoient à ces processus sociaux. Et puis finalement, eh bien, ce que l'on dit, c'est que le métabolisme d'un territoire, c'est l'expression de son régime socio-écologique. Donc le régime socio-écologique, c'est en fait ce qui incarne la nature particulière des relations entre les territoires et la biosphère, entre les sociétés et la biosphère, à un moment donné ou pendant une période donnée. D'une façon générale, après je rentrerai plus dans ce qui nous concerne, mais on distingue à l'échelle de l'histoire de l'humanité 3 grands régimes socio-écologiques que vous voyez représentés sur le tableau de droite.
avec quelques caractéristiques métaboliques. Donc le régime des chasseurs-cueilleurs, bon, qui ne va pas tellement nous intéresser ici. Le régime agraire, sur lequel je reviendrai un peu tout à l'heure. Et puis le régime industriel qui caractérise nos sociétés contemporaines, et dont on verra qu'il a mis très longtemps finalement, enfin très longtemps, relativement longtemps, à se mettre en place. Et puis bon, je ne vais pas commenter plus avant, mais vous voyez que ces indicateurs quantitatifs donnent une expression de ces interactions entre les sociétés et la biosphère en termes de consommation d'énergie, de part de la biomasse dans l'énergie, de consommation matérielle, donc la consommation matérielle, c'est tout simplement les quantités de ressources que l'on extrait du sol, de densité de population, et donc on voit bien sûr qu'on a une croissance de ces différents indicateurs qui se fait d'un régime à l'autre. Et puis une autre chose très importante quand on réfléchit à notre situation aujourd'hui, c'est que ce métabolisme, finalement, on peut dire qu'il est passé d'une dimension essentiellement circulaire. Alors, bon, aujourd'hui, la circularité a le vent en poupe, donc maintenant, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un truc circulaire. Et en l'occurrence, quand on parle de métabolisme circulaire, on va au-delà de savoir si les déchets des uns sont les matières premières des autres. On s'intéresse aussi au grand cycle biogéochimique, et donc à la circulation de l'oxygène, du carbone, de l'azote, toutes ces sortes de choses, qui, dans le régime chasseur-cueilleur et pour le régime agraire, sont inscrits dans la circularité. Alors, en tout cas, à l'échelle de l'humanité, parce qu'après, on peut discuter, si on prenait cet indicateur à l'échelle de la vie de la planète, ça serait tout à fait différent. Mais à l'échelle de l'humanité, on peut parler de circularité. Pour le régime agraire, on dit que le métabolisme est de manière dominante circulaire, même si, bien sûr, on extrait un certain nombre de ressources non renouvelables et qui vont s'inscrire dans une forme de linéarisation, par exemple des métaux, mais c'est quand même la circularité qui domine. En revanche, pour le régime industriel, ce qui est dominant, c'est la linéarité, et ça, aujourd'hui, c'est bien résumé dans les expressions qui sont portées par l'ADEME et tous ces instituts divers et variés. Donc, on prélève, on consomme, on jette. Ça, c'est vrai des sociétés, mais ça caractérise aussi ce qui se passe pour les grands cycles biogéochimiques qui sont ouverts par l'intensification des activités humaines. Voilà. Et donc, là-dedans, la ville occupe une place très particulière parce que on peut dire que la ville est le produit, enfin ça fait longtemps qu'on le sait, hein, les géographes en ont beaucoup parlé depuis des décennies. On pourrait dire que la ville est le produit d'une spécialisation socio-spatiale, puisqu'elle naît de la performance du métabolisme agricole, donc de la capacité de l'agriculture à produire des excédents. Cette production d'excédents, je le fais rapidement, permet à des gens de faire autre chose que de produire leur nourriture. Et, bon, je dis ça à chaque fois, mais ils auraient pu choisir de faire la sieste ou, je sais pas, d'écrire des poèmes. Ou d'écrire des poèmes avec leurs autres copains et de partager le travail, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ceci a permis le développement des échanges, des marchés et d'un lieu particulier qui est favorable à ces échanges, qui est la ville. Donc ça veut dire que la ville, par définition, a un métabolisme spécifique qui est au moins partiellement externalisé, puisqu'elle dépend d'autres territoires, au moins pour son approvisionnement alimentaire. Ce qui veut bien dire une chose qui est vraiment importante quand on réfléchit à la situation contemporaine, qui est que on a souvent tendance dans les discours, les textes, etc., à assimiler la question de l'externalisation du métabolisme, donc le fait que les villes soient dépendantes d'autres territoires, donc l'approche spatiale du métabolisme, et la question de la linéarisation qui caractérise, elle, la façon dont la matière circule entre les différents compartiments de l'environnement et entre les sociétés et la biosphère. L'externalisation, c'est une chose, la linéarisation, c'en est une autre, et on peut très bien imaginer des situations où on a des métabolismes circulaires, mais externalisés. C'est le cas de la ville pendant l'époque, sous le régime agraire. Les villes sont, comme je l'ai dit, dépendantes de l'extérieur, donc leur métabolisme est externalisé, mais elles s'inscrivent dans un métabolisme qui est circulaire.
Donc ça, c'est important pour la suite, et enfin, je pense très important pour la réflexion sur l'avenir du métabolisme et l'avenir des métropoles. Alors, un métabolisme externalisé, et puis il y a des choses additionnelles qui caractérisent le métabolisme urbain, qui sont l'importance des flux de matière et d'énergie, l'importance des stocks. On stocke énormément en ville, ne serait-ce que parce qu'il y a des bâtiments et des infrastructures. Et puis, l'aspect dominant des consommations finales, puisque la concentration de population induit l'existence de ces consommations finales. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces caractéristiques du métabolisme urbain, qui donc préexistent à l'industrialisation, elles ont été, en quelque sorte, exacerbées par le régime industriel. Alors, je ne vais pas vous lire toutes ces questions, parce qu'il y en a trop, mais à quoi ça sert de s'intéresser au métabolisme? Alors, c'est vrai que il y a quelques années, il fallait vraiment argumenter sur ce point. Quand j'évoquais ces questions il y a 10 ou 15 ans, déjà on me disait oui mais c'est quoi ce truc, c'est vraiment bizarre, et puis d'abord pourquoi tu parles de métabolisme, c'est pas bien, la vie n'est pas un organisme, et blabli et blabla. Et puis surtout on me disait mais c'est quoi le rapport avec les problèmes urbains, les problématiques d'aménagement, les questions d'urbanisme. Bon, aujourd'hui on voit qu'il y a une diffusion quand même de cette terminologie au sein des acteurs urbains, même si ce n'est pas très très diffusé encore. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien le lien qu'on peut faire entre cette approche par le métabolisme, et donc ces flux d'énergie et de matière, et tout un tas de questionnements, voire de problèmes contemporains, relatifs à l'épuisement des ressources, au changement climatique, à la dégradation des milieux, mais aussi, et ça on l'a vu avec la crise sanitaire, et on le voit maintenant avec la guerre en Ukraine, des questions d'approvisionnement, des questions de capacité des territoires à se nourrir ou à produire ce dont ils ont besoin. Donc, caractériser finalement ces trajectoires socio-écologiques, c'est aussi un moyen d'essayer de comprendre où nous nous situons, nous, aujourd'hui, sur la courbe métabolique. Est-ce que, on parle beaucoup de transition, c'est devenu un terme complètement tarte à la crème, si je puis dire. Est-ce que cette transition que l'on voit émerger dans les politiques publiques, dans un certain nombre de travaux scientifiques, est-ce qu'on peut dire qu'elle est enclenchée ou pas? Est-ce qu'on peut arriver à mesurer l'effet d'un certain nombre d'actions, de dispositifs sur le métabolisme, et donc l'engagement éventuel dans une forme de circularisation du métabolisme ou de sobriété? La caractérisation du métabolisme permet d'aller dans ce sens et d'identifier un certain nombre de ce qu'on peut appeler de flux critiques, donc des flux plus spécifiquement importants, sujets à questionnement, et qui ont des impacts forts sur la société et la biosphère. Donc on connaît tous le carbone, qui est extrêmement abordé, à la fois dans la littérature scientifique et dans les politiques publiques. Mais bien sûr, il faut citer aussi, par exemple, l'azote et le phosphore, qui sont des flux tout à fait critiques aujourd'hui, et d'autres qui concernent les métaux, qui sont en voie d'épuisement, etc., etc. Voilà, donc ça c'était ma trop longue introduction, et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aborder successivement 3 points. Alors je ne suis pas trop cassé la tête. Dans un premier temps, je vais revenir sur la façon dont on peut caractériser le passage du régime agraire au régime industriel, donc avoir une approche historique de cette transition, qui me semble importante. Bon, en plus, c'est Marc qui m'a dit que je devais faire ça, donc quand Marc me dit fais ça, je dis bon, ok, je fais ça. Mais je suis d'accord pour dire que c'est important, sinon je le ferai pas. Donc ça, c'est un élément qui est tout à fait, qui me paraît important, tout simplement parce que ça nous permet d'essayer de voir c'est quoi les pas de temps de la transition, comment est-ce qu'on est passé finalement de ce régime agraire au régime industriel, dont certains disent qu'il n'est
qu'un moment de la vie des sociétés humaines, qu'une parenthèse, parce qu'il est tellement insoutenable qu'on en sortira forcément rapidement, et puis que d'autres considèrent comme installé et induisant l'entrée dans ce que l'on appelle l'anthropocène, et je ne vais pas ouvrir la grande discussion sur l'anthropocène, existe-t-il, quand est-ce que ça commence, est-ce que ça va finir, etc. Mais en tout cas, cette transition-là, elle mérite d'être documentée pour essayer de voir, finalement, encore une fois, où est-ce que nous sommes sur cette courbe métabolique qui concerne alors l'ensemble des sociétés humaines, mais singulièrement les villes et les métropoles. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais beaucoup vous parler de Paris, pour lequel, encore une fois, on a beaucoup de documents, mais il y a beaucoup de choses que je vais évoquer qui sont très communes à l'ensemble des villes françaises, voire européennes, avec, malgré tout, ce qu'on peut observer d'une ville à l'autre, c'est parfois des décalages temporels. Certaines choses qui se sont passées à Paris se sont passées plus tard ailleurs, et vice-versa, mais l'ensemble du processus est assez commun dans les villes en voie d'industrialisation. Alors, ce qu'on peut dire, et qui me paraît extrêmement important, et que j'ai d'ailleurs déjà dit tout à l'heure, c'est que la transition du régime agraire au régime industriel, elle s'est faite en un temps relativement long. Et en fait, quand on regarde, quand on l'observe de manière un peu précise, on peut la découper en deux phases très distinctes qui font que finalement, intuitivement, on pourrait se dire, bon, la transition, c'est entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et puis après, c'est plié, quoi. Au XXe siècle, on y est, et on s'installe dans ce régime industriel dont on essaye de sortir aujourd'hui. On pourrait presque dire qu'on y arrive à peine à la consolidation du régime industriel, et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Donc une première phase très particulière, qu'on pourrait grosso modo situer au XIXe siècle, là encore une fois avec des bornes qu'on pourrait discuter, est-ce que ça commence fin XVIIIe ou un peu avant, etc., etc. En Angleterre, ça serait différent, etc., etc. Alors, première chose, ce que l'on observe au XIXe siècle, c'est qu'un certain nombre de flux augmentent. Et ça, c'est vrai en particulier pour la consommation d'eau. Donc ici, la courbe qui est représentée commence en 1800, finit au début du XXIe siècle. Donc elle concerne Paris intramuros, parce qu'on a, pour une question de continuité des données statistiques, hein. Et puis, ce que l'on observe ici, sur la courbe verte, c'est des consommations par habitant et par an, et sur la courbe bleue, c'est des millions de mètres cubes par an. Et en termes de comparaison, la droite, alors bien sûr, c'est pas une droite, hein, je me suis simplifié la vie encore une fois. La droite représente le volume d'eau de pluie reçu par le territoire parisien annuellement. Donc c'est une moyenne. Bon, il faudrait que je fasse l'effort de rentrer les. En plus, je les ai, mais je n'ai pas fait. Bon, bref. Donc, ce que l'on voit, c'est que effectivement, pour ce qui concerne l'eau, la phase majeure de croissance de la consommation pour Paris, c'est bien le XIXe siècle, avec une explosion à la fois due à la croissance de la population, mais aussi, et ça c'est vraiment ce qu'il faut relever par comparaison à ce que je vais vous montrer après, de la consommation unitaire, alors bien sûr très inégalement répartie entre les habitants, etc., hein, mais donc une intensification des flux qui va dans le sens de ce qu'on peut dire du régime industriel. Cela dit, tous les flux n'augmentent pas de la même façon. Et ça, c'est un élément à nouveau extrêmement important. Bon, alors vous allez dire, je trouve que tout est extrêmement important, mais c'est vrai, c'est ça le problème. Ce que vous voyez ici, et c'est tiré de la thèse de Eunekin, c'est la consommation énergétique de Paris, donc à nouveau Paris, ville de Paris, hein, en gigajoules par habitant. Même ça commence au XVIIIe siècle, puisqu'on a trouvé des données assez anciennes. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que vous voyez que cette consommation par habitant, la consommation unitaire est stable. Et ça, c'est un résultat complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler là-dessus, avec Euné, on pensait trouver une consommation croissante liée à l'industrialisation de Paris, liée à l'augmentation du niveau de vie, au développement du confort, etc., etc. Pourtant, Paris a énormément changé au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Et
Paris s'est effectivement industrialisé, le confort s'est développé, le nombre de foyers dans les logements s'est multiplié, etc., etc. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi la consommation unitaire est-elle stable? Bon, alors soit c'est que nos données sont mauvaises, mais non, enfin, elles sont partiellement mauvaises. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que le 19e siècle, c'est le siècle des économies d'énergie. Et que ce qui s'est passé en même temps que la transition dont je vais parler dans quelques instants, c'est que les industriels, les scientifiques, mais les édiles aussi, ont poussé à l'augmentation de la performance de tous les équipements utilisant de l'énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même quantité d'énergie utile, on a utilisé moins d'énergie finale. Alors je disais, oui, c'est pas parce que nos données sont mauvaises, tout simplement parce que d'autres collègues ont observé la même chose pour d'autres villes, notamment pour la ville de Vienne en Autriche, où on a de la même façon une stabilité de la consommation au XIXe siècle, malgré consommation unitaire, hein, bien sûr, si on prenait la population, ça augmenterait plus, malgré la transformation de la société. En revanche, ce que l'on voit ici, c'est qu'on s'achemine vers le régime linéaire du point de vue des sources énergétiques, puisque vous voyez que ce qui est indiqué en bleu-gris, c'est le bois, ce qui est en marron, c'est le charbon, et donc on voit au début du XIXe siècle l'introduction du charbon à Paris. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est vers 1850 que le charbon représente 50% de la consommation d'énergie primaire et d'ailleurs quasiment finale. C'est-à-dire qu'on peut dire que 1850, c'est le moment de la transition entre la biomasse et le combustible fossile pour une ville comme Paris, et c'est à peu près pareil à l'échelle de la France d'ailleurs. Donc là, on a effectivement un élément de transition observable qui est la transition énergétique, tout simplement, mais qui ne signifie pas que cette transition, elle concerne l'ensemble du régime socio-écologique, et c'est sur quoi je veux revenir, parce que le 19e siècle, c'est aussi un siècle qui est paradoxal, en fait, puisque c'est un siècle de plus de linéarité, mais aussi de plus de circularité. D'un côté, une transition énergétique vers les combustibles fossiles, de l'autre, du point de vue de tout ce qui concerne les matières organiques et d'ailleurs l'ensemble des sous-produits urbains, on peut dire que le 19e siècle est l'âge d'or de la valorisation et du recyclage. Cet âge d'or se traduit par la collecte de l'essentiel, et c'est vrai à Lille d'ailleurs aussi, on a des témoignages assez précis à ce sujet. L'ensemble des sous-produits urbains, donc urine, excréments, boue collectée dans les rues, une partie des déchets animaux, etc., servent à fabriquer des engrais qui sont très demandés par les maraîchers, et le maraîchage est en explosion au XIXe siècle, mais qui sont demandés aussi par des agriculteurs plus lointains, tout simplement parce qu'on est à une époque de pénurie de fumier. Alors bien sûr, ce n'est pas les engrais urbains qui ont permis de fertiliser l'ensemble des terres à l'échelle de la France ou de l'Europe, hein, parce que ce qu'on voit aussi se généraliser au XIXe siècle en France, c'est le système polyculture-élevage qui est extrêmement efficace, mais qui est parfaitement circulaire. Et donc on a aussi dans le domaine agricole une circularité de plus en plus performante. Cette circularité, elle concerne l'agriculture, mais elle concerne aussi la production industrielle, avec, là aussi, la récupération d'énormément de sous-produits urbains pour la fabrication. Alors, ce qui est le plus connu, c'est le papier, mais pour la fabrication aussi d'une multitude d'objets. Donc, si je termine sur cette première phase, comme je le disais, hein, une phase un peu paradoxale, parce que d'un côté, on a l'intensification de certains flux, mais pas tous. On a de la linéarisation, mais pas partout, puisqu'on a aussi plus de circularité dans ces villes, mais aussi dans ces campagnes. Ce qui m'amène au XXe siècle, où là, on va voir un basculement de ce régime vers quelque chose de, alors cette fois-ci, complètement linéaire, et beaucoup plus intense. Donc ça, c'est la suite de la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voici, ça y est, les transports sont là, et toutes ces sortes de choses. Et donc, ce que vous voyez ici, à nouveau pour la ville de Paris, c'est la croissance spectaculaire de la consommation énergétique par habitant,
et puis la diversification aussi des sources énergétiques, hein, puisqu'on ajoute à ça le pétrole, le gaz naturel, etc. etc. Et là, on peut dire qu'on arrive vraiment à cette industrialisation du point de vue du régime socio-écologique. Plus d'intensité aussi dans la consommation de sol, je n'en ai pas parlé auparavant, mais une caractéristique forte du XXe siècle, c'est une consommation de plus en plus rapide du sol par l'urbanisation. Alors ça, aujourd'hui, c'est une chose qui est bien discutée avec le zéro artificialisation nette, etc., etc. Mais ce qui est important à dire, c'est que pendant très longtemps, les travaux sur le métabolisme urbain ont complètement omis de s'intéresser à la question du sol. Puisqu'il est difficile de faire rentrer dans une vision par les flux de ce sol. Or, on peut très bien dire finalement qu'il y a un flux de sol qui est artificialisé annuellement. Et donc, ce qui permet finalement de faire rentrer le sol dans cette analyse métabolique. Donc, vous voyez, il y a quelques chiffres ici, qui sont coupés par le tableau, mais qui comparent le 19e et le 20e siècle. Et si on prend... Ah oui, en plus, malheureusement, j'ai oublié ça, c'est quand on fait son PowerPoint dans le train. Il manque un 0 au 20e siècle pour les habitants nouveaux. Donc, vous voyez que... par habitant nouveau, on est à 40 à 130 mètres carrés au 19e siècle. On passe de 90 à 220 mètres carrés au 20e siècle. Et ça, c'est un élément aussi important parce que quand on regarde les rythmes d'urbanisation, généralement, on regarde des rythmes annuels d'urbanisation, alors qu'il est aussi extrêmement important de les rapporter à la population et à l'augmentation de la population. Quand je dis un habitant nouveau, c'est tout simplement un +1 dans la population de l'agglomération. Et puis, élément fondamental, c'est au XXe siècle que la linéarité l'emporte. Donc là, j'ai mis aussi la suite d'une courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sans la commenter, mais je vais le faire maintenant puisque j'y suis. Ce que vous voyez ici, c'est le taux de recyclage de l'azote en dessous et du phosphore au-dessus d'origine alimentaire à Paris entre 1800 et 2010. Et donc, vous voyez bien que la première partie de la courbe, le 19e siècle, on augmente les taux de recyclage jusqu'à des taux qui sont extrêmement élevés, presque 50% pour l'azote et presque 70% pour le phosphore. Et puis, on voit un effondrement. Alors, je ne vais pas commenter le phosphore parce que je n'ai pas le temps, mais si vous le voulez, je vous expliquerai plus tard. Un effondrement pour l'azote qui traduit cette linéarité. Donc, on ne récupère plus les urines, on ne récupère plus les excréments, on ne récupère plus ce qu'on appelle aujourd'hui les biodéchets. Tout ça part dans des procédés de traitement plus ou moins efficaces, longtemps très inefficaces, et donc tout ça est dispersé dans l'environnement d'une manière générale. Bon, ça, je vais passer. Et puis, autre composante du métabolisme au XXe siècle, du métabolisme urbain au XXe siècle, c'est la généralisation de l'externalisation, et puis un éloignement toujours plus grand des aires d'approvisionnement. Alors, je vais juste commenter le graphique de gauche. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une synthèse de différents travaux avec, pour les aliments et l'énergie, des distances moyennes d'approvisionnement. Donc, c'est les kilomètres en moyenne parcourus par un aliment ou par une unité énergétique pour arriver dans l'agglomération parisienne. Donc, vous voyez qu'entre la fin du XVIIIe siècle, oui, je bouge toujours, je suis désolée, entre la fin du XVIIIe siècle, qui est ici, et la fin du XIXe qui est là, on a certes une augmentation de ces distances d'approvisionnement, mais elle reste relativement contenue. Les ordres de grandeur sont les mêmes. En revanche, vous voyez que pour les derniers chiffres, 2006, là, on a complètement changé d'ordre de grandeur, puisqu'on est passé, pour l'énergie, de en gros 300-350 km à près de 4000 km. Et pour les aliments, alors en première approche, on est passé de en gros 300 km à 700 km. Mais ça, c'est ce que vous voyez là. Ça fait fi d'une chose extrêmement importante, qui est que, avec la spécialisation de l'agriculture, l'alimentation animale a été de plus en plus importée, en particulier le soja d'Amérique du Sud. Et donc, si au lieu de comptabiliser ces distances d'approvisionnement
à partir de l'aliment animal et l'aliment végétal, on ramène tout à des aliments végétaux, en fait, on se rend compte que l'ordre de grandeur de la distance d'approvisionnement pour les aliments est le même que celui de l'énergie, puisqu'on est à peu près à 3000 km. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un aliment qui vient à Paris, et là c'est pas spécifique à Paris, hein, aura parcouru 3000 km. L'autre effet, l'effet induit de cette externalisation totale, puisqu'on a non seulement externalisé la fourniture alimentaire qui est consubstantielle à la ville, comme je l'ai déjà dit, mais aussi la fourniture énergétique, la fourniture d'eau, etc., et que les effets différés dans l'espace des villes sont de plus en plus importants. Et ça, c'est illustré par exemple, j'aurais pu trouver d'autres illustrations, hein, par ce graphique qui représente de la circulation d'azote alimentaire. Bon, c'est un travail un peu ancien qu'avait conduit Gilles Billen. Et vous voyez que si on regarde les pertes, toutes ces flèches verticales qui sont dirigées vers le bas, ce sont des pertes d'azote. Donc c'est de la dispersion d'azote sous différentes formes dans l'environnement qui va occasionner différents dommages environnementaux, eutrophisation, gaz à effet de serre, acidification, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les plaies de l'azote qui ont été identifiées dans le projet NINE, Nitrogen in Europe, qui a défini les 9 plaies de l'azote. Et donc vous voyez que finalement les pertes se font essentiellement à l'extérieur de l'agglomération parisienne, tout simplement parce qu'elles se font au niveau du système agroalimentaire spécialisé et en grande partie en Bretagne et en Normandie. Bon, je vais passer là-dessus. Donc si on résume cette trajectoire et cette industrialisation du régime socio-écologique, on voit bien que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, elle se fait en 2 phases et que finalement, on a une première phase qui est en fait très marquée par la transition énergétique, le 19e siècle, et une deuxième phase qui est très marquée par la transition agricole, le 20e siècle. Et que ce n'est que quand ces deux transitions, ces deux sous-transitions, pourrais-je dire, ont été réalisées, que l'on peut dire que l'on entre dans ce fameux régime socio-écologique industriel, c'est-à-dire au bout de 150 à 200 ans. Alors, ça ne veut pas forcément dire que nous, si nous voulons transiter, ça nous prendra 150 à 200 ans. Mais ça nous ramène quand même à la lenteur d'un certain nombre de processus, alors qu'on est dans une période, le 19e ou le 20e siècle, où ces transitions sont très fortement encouragées. Elles sont portées par des politiques, elles sont portées par des acteurs économiques, elles sont acceptées par une partie de la société, hein, même s'il y a de plus en plus de travaux de recherche qui sortent aujourd'hui en histoire de l'environnement qui montrent que ça n'a pas été toujours aussi évident que ça, que des controverses ont eu lieu, etc., etc. Mais en tout cas, il y a eu un fort portage, comme on dirait de nos jours, de cette double transition qui prend, encore une fois, 150 à 200 ans. Alors la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, et ça va m'amener à ma deuxième partie, c'est est-ce que, quand on observe ce qui se passe là, depuis quand, déjà il faudrait savoir depuis quand est-ce qu'on parle de transition, on va dire depuis 20 ans, 30 ans, je vous laisse choisir, est-ce que on entre dans une nouvelle transition, ou bien est-ce que finalement ce qu'on observe c'est une forme de consolidation du régime dominant, tel que je l'ai décrit à grands traits depuis 35 minutes et 30 secondes. Voilà, donc ça m'amène à ma deuxième partie, et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de vous donner quelques éléments qui permettent de caractériser ce que c'est que le métabolisme urbain aujourd'hui, avec un certain nombre de résultats qui viennent donc de travaux parisiens ou de travaux lillois, et peut-être quelques-uns d'ailleurs, je ne me souviens plus. J'ai vu ça aujourd'hui, mais voilà. Alors, là, il y a une chose qu'on observe, c'est que on pourrait dire qu'il y a un intérêt croissant des territoires pour leur métabolisme. Ce qui est représenté ici, c'est
la progression des analyses de flux de matière. Donc les analyses de flux de matière, hein, ce sont les analyses qui permettent de quantifier le métabolisme. Je vais vous en montrer une ou deux par la suite. Et effectivement, depuis 2010, donc là, ces cartes sont tirées d'une publication de l'Institut Paris Région qui a été réalisée par Martial Vialex et qui font aussi partie de sa thèse. Et donc, la première carte, c'est les territoires qui avaient produit ou pour lesquels on avait produit des études, des bilans de matière en 2010. Bon, il y avait juste l'Île-de-France, et encore pas à la demande de l'Île-de-France. En 2015, vous voyez que ça essaime un peu, avec en marron les régions et en vert les EPCI. Et puis en 2020, on voit quand même qu'il y a une bonne partie de la France qui est couverte. Et puis bien sûr la métropole européenne de Lille. Donc déjà on pourrait se dire, ça c'est un signe peut-être d'un intérêt plus grand des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient des EPCI, des départements ou des régions, pour ces questions-là, et peut-être que ça annonce une meilleure prise en compte de ce métabolisme, voire une transformation de celui-ci. Alors, la question qui intervient après, c'est est-ce que ça change? Alors, ce que vous voyez ici, bon, c'est à nouveau Paris, c'est ce qu'on appelle un bilan de matière brute ou une analyse de flux de matière, hein, c'est du jargon pas très joli, mais qui permettent donc de quantifier le métabolisme d'un territoire. Alors il y a plein de méthodes, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici c'est une méthode dérivée de la méthode européenne, donc du service européen de la statistique Eurostat. Et donc c'est un travail qui a été fait par Vincent Augizeau essentiellement et un peu moi pour la région Île-de-France. Et donc c'est assez simple, hein. À gauche c'est tout ce qui rentre en Île-de-France pendant une année donnée, ici 2015, et à droite, c'est tout ce qui sort. Et donc, ça, c'est le premier graphique. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce premier graphique? C'est que le métabolisme est donc très externalisé. Comment est-ce qu'on peut le voir? Par le fait que, ici, vous voyez que ça, ce sont les importations. Donc, c'est tout ce qui rentre en Île-de-France et qui va permettre d'être consommé en Île-de-France ou réexporté, qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on extrait du sol, qui est représenté par cette flèche marron. Donc les flèches sont proportionnelles au flux. Donc, vous voyez qu'ici, on a un rapport de 3 entre ce qui est extrait du sol d'Île-de-France et ce qui est importé. Donc ça, c'est une traduction de la dépendance de l'Île-de-France à l'extérieur. La deuxième chose, c'est qu'on voit que ce métabolisme est toujours très linéaire. Alors, comment est-ce qu'on peut l'observer, ça? Tout simplement en regardant cette flèche verte, ici, qui comptabilise toutes les émissions vers la nature. Donc, ce qu'on appelle les émissions vers la nature, c'est ce qui est émis vers l'air, ce qui est le plus important, d'ailleurs, là-dedans, ce qui est émis vers l'eau, pas l'eau elle-même, hein, mais ce qu'on jette dans l'eau, et puis ce qui est émis vers le sol, donc ce qu'on met en décharge, même si on n'emploie plus tellement le terme de décharge. Et donc vous voyez que l'épaisseur de cette flèche est énorme et montre bien que on est bien en 2015 encore, malgré l'existence de politiques volontaristes en Île-de-France et ou dans l'agglomération parisienne, dans une situation extrêmement linéaire. L'autre chose que l'on observe, c'est que du fait de l'externalisation du métabolisme, et comme je le suggérais tout à l'heure, l'effet des agglomérations, et singulièrement de l'Île-de-France, sur la biosphère, se fait plus sentir à l'extérieur de l'Île-de-France qu'à l'intérieur de celle-ci. Et ça, c'est ce que l'on voit sur ce deuxième graphique, qui est le même en haut, mais vous voyez qu'on a rajouté des grosses flèches, là, très épaisses. Ces flèches correspondent à ce qu'on appelle les flux indirects associés, alors à gauche aux importations, à droite aux exportations. Donc les flux indirects, ce sont toutes les consommations matérielles qui ont été induites par la fabrication et le transport de ce qu'on importe en Île-de-France. Et donc vous voyez que l'épaisseur le traduit de façon très, très nette. Hein. Ça, c'est tout ce qui a été rejeté vers la nature, dans tous les lieux dans lesquels on a fabriqué les choses qui sont importées en Île-de-France. Deuxième, toujours dans la même veine, hein,
Ce que l'on observe aussi, et d'ailleurs on pouvait le voir sur l'autre schéma, mais je ne résistais pas au plaisir de mettre un schéma concernant la métropole européenne de Lille, c'est ce qu'on peut appeler le grand chassé-croisé métabolique. Alors le grand chassé-croisé métabolique, c'est quoi? Bon, je sais, tout ça c'est une usine à gaz, et en plus vous n'arrivez pas à lire toutes les petites lettres. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est que ce schéma, il représente à gauche tous les aliments qui rentrent dans le département du Nord. Le département du Nord étant représenté par ce T. Donc ça veut dire que ce qui est là, c'est extrait du département du Nord. C'est la production agricole du département. Et tout ce qui est là, c'est ce qui est importé dans le département du Nord. Et puis ce qui est à droite, c'est ce qui sort. Donc ça, c'est de l'exportation vers d'autres territoires. Et ça, c'est ce qui est consommé au sein du département et en très grande partie rejeté, parce que c'est du gaspillage alimentaire, parce que c'est des urines, c'est des excréments, etc., etc. Et donc, si on parle de grand chassé-croisé, c'est pourquoi? C'est parce que vous voyez que finalement, on peut dire que la métropole européenne de Lille, le département du Nord, est certes un lieu de production agricole important, mais c'est surtout une plateforme d'échange d'aliments qui fait qu'on produit, on exporte ce qu'on produit localement, on importe pour consommer localement, et ainsi de suite. Et donc ça montre la complexité actuelle du métabolisme, et bien sûr, la très grande distance qu'il y a entre ça et les circuits courts, et toutes ces sortes de choses dont vous avez déjà entendu parler lors de la conférence précédente, je crois. Donc je vais laisser passer ça, parce que ça vous en avez entendu parler. L'autre chose que l'on observe aussi, qui semble marquer plutôt une consolidation du régime dominant, c'est que les stocks de matières contenues dans les villes continuent à augmenter. Alors, si on regarde ce schéma-là qui est ici, ça représente la circulation des matériaux de construction en Île-de-France en 2015. Donc, à nouveau, c'est toujours le même principe. Ce qui est à gauche, c'est ce qui rentre, et ce qui est à droite, c'est ce qui sort. Et ce que vous voyez ici, c'est l'addition au stock, qui est pas si important, enfin, par habitant, c'est pas si important que ça. Il y a des territoires en France où c'est beaucoup plus. Mais la région Île-de-France, qui est pourtant une région suréquipée, voit encore son stock augmenter de pas loin de 2 tonnes par habitant et par an. Et ça c'est pas spécifique à l'année 2015. Hein. Donc ça signifie que ce stock qui ne cesse d'augmenter, il contribue à l'augmentation de la pression sur les ressources, bien entendu. Ce que l'on voit aussi, c'est que le recyclage, et pourtant c'est aussi une grande tarte à la crème de ces dernières années, le recyclage des matériaux de construction, reste extrêmement limité, puisque vous voyez qu'on est à peu près à 0,5 tonnes par habitant. Ce qui est très faible par rapport à l'ensemble des matières qui sont mises en jeu. Alors, vous pourriez me objecter, oui, mais c'est bizarre, moi j'ai vu des chiffres très différents qui semblent montrer que les taux de recyclage dans le domaine des matériaux de construction et du bâtiment et des travaux publics sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de territoires qui affichent des taux de recyclage de l'ordre de 60%, 70%, et ça c'est une petite entourloupe statistique, si je puis me permettre, puisque ça résulte du fait que dans ces chiffres, on fait rentrer les terres excavées, et donc ces terres excavées qui représentent, dans certains cas, et en partie, alors elles ne sont pas comprises ici, hein, mais si on avait mis les terres excavées du Grand Paris, là, on aurait des chiffres énormes. Ces terres excavées, à partir du moment où on fait une bosse avec des plantes, on considère que c'est de la valorisation et du recyclage. Donc ça veut dire que par l'introduction des terres excavées dans les statistiques de ces matériaux, on gonfle le taux de recyclage, mais en fait, pour ce qui concerne finalement les matériaux de démolition, on reste à des taux de recyclage qui sont extrêmement faibles, mais qui sont complètement masqués par ce que je vais appeler une petite entourloupe statistique. Mais il y en a plein des entourloupes statistiques là-dedans. Donc, alors, l'autre chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que on observe une transition énergétique? Ce qui est représenté ici, c'est le bilan de la consommation énergétique du département du Nord. Alors, c'est toujours pareil, hein, en noir, ce qui est là, c'est le département du Nord, et en rouge, on a séparé la métropole européenne de Lille. Bon, à nouveau, c'est une usine à gaz, mais la seule chose qu'il faut voir sur ce schéma, c'est que les énergies renouvelables, c'est ça.
Voilà, c'est cette petite flèche. Donc ça veut dire que, et ce qui représente 2% de la consommation d'énergie primaire. Et là, alors ce résultat, hein, je ne le montre pas pour montrer la métropole européenne de l'île du doigt, on a à peu près le même résultat un peu partout. Et en fait, ce qu'on observe pour la plupart des métropoles, c'est que les taux, la part de l'énergie renouvelable a tendance à augmenter dans la consommation énergétique, mais en fait plus parce que la consommation totale diminue légèrement que parce que la production d'énergie renouvelable augmente significativement. Et donc, on a là aussi alors on peut dire, bon, ben, tant mieux si la consommation totale diminue, mais en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que cette diminution de la consommation totale, elle n'est pas assez importante pour changer significativement les choses en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de pression sur les ressources, etc., etc., et que, d'autre part, ça donne l'impression que la part des énergies renouvelables, donc les énergies renouvelables, sont de plus en plus importantes dans le mix énergétique, mais c'est partiellement un leurre. L'autre chose que l'on observe quand on va un peu plus loin dans ce qui est mis en œuvre ou ce qui est défendu par un certain nombre de politiques publiques, c'est que on a souvent une focalisation sur des flux mineurs, qui est parfois associé, ou même souvent associé, à un primat de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, finalement, vous avez vu quand j'ai expliqué mes deux transitions là entre le 19e et le 20e siècle, finalement, on a vu qu'il y avait des questions d'énergie, et puis des questions de matière, et en particulier de ce qu'on appelle les éléments biogènes. Donc, les éléments biogènes, c'est les éléments qui sont sources de vie, comme carbone, azote, phosphore, oxygène, hydrogène et tout un tas d'autres. Depuis les chocs pétroliers, dans les politiques publiques, on observe que le primat a toujours été donné à l'énergie sur la matière. Et que par conséquent, lorsqu'il y a... Alors, bon, on peut trouver des contre-exemples, hein, mais je le décris d'une manière dans la tendance générale. Donc ça signifie qu'on va plutôt aller chercher de la valorisation énergétique que de la valorisation matérielle dans un certain nombre de gisements, et pas toujours forcément à bon escient, puisque finalement on cible parfois des flux qui sont de très faible importance. Alors le petit calcul qui est là, qui est un calcul purement théorique, il vise à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à méthaniser tous les biodéchets ménagers de la ville de Paris, enfin ménagers et assimilés, puisque la ville de Paris collecte quand même beaucoup de déchets des activités du fait de la structure des dites activités. Et donc vous voyez que le résultat, la seule chose qu'il faut regarder dans ce tableau, c'est ce qui est entouré en rouge, c'est que le biogaz que l'on en tirerait représenterait 0,21% de la consommation énergétique totale de la ville de Paris. Et si on s'en tient à la consommation résidentielle, 0,63%. Si en plus on dit, bah tiens, ce biogaz, on va le transformer en électricité, bien sûr, ça baisse encore la contribution potentielle de ces biodéchets à la consommation énergétique. Donc c'est pour ça que je parle de focalisation sur des flux mineurs, parce qu'on peut se demander si ça vaut vraiment la peine de se casser la tête pour si peu d'énergie. En fait, ça vaudrait la peine si et seulement si on arrivait à réduire drastiquement la consommation énergétique. Mais pas de 10% ou de 20%. Il faudrait qu'on arrive à la réduire de 50, de 60, de 70%, voire à la diviser par 3 ou par 4. Ce qui n'est pas du tout dans les plans actuels. À côté de ça, ces biodéchets, ils contiennent des matières extrêmement importantes, si je reviens à ma distinction énergie-matière, qui sont des nutriments dont on a un grand besoin, mais qui, pour l'instant, sont peu visés par ces politiques. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, oui, on peut faire de la méthanisation et de la récupération des résidus de méthanisation,
Mais dans un premier temps, ça n'a pas ce qui a été tellement porté. Et les résidus que l'on obtient ne sont pas forcément de qualité suffisante pour produire des engrais eux-mêmes de bonne qualité. Bon, et puis je n'ai pas résisté, mais ça c'est juste, c'est pas métropolitain, à mettre alors là ce que j'appelle des mesures alibi, qui concernent plutôt des solutions de bout de tuyau, qui est le plan 500 000 arbres du Finistère, qui consiste à dire donc on va planter 500 000 arbres en 10 ans. Grâce à ces 500 000 arbres, on va réduire de à peu près 0,15% l'empreinte carbone du Finistère. Donc autant dire que c'est très bien d'avoir 500 000 arbres en plus, hein, ça sert à tout un tas de trucs les arbres, mais ça ne va pas sauver le Finistère ni la planète du changement climatique, mais ça va coûter quand même pas mal d'argent, puisque en gros 200 000 euros. Voilà, alors tout ça. Alors, dernier élément sur cette caractérisation, alors bien sûr à grands traits, hein, et c'est un peu caricatural parce que j'ai pas le temps de rentrer dans toutes les nuances nécessaires et toutes ces sortes de choses. C'est une autre façon de prendre la question du métabolisme, qui est celle des relations ville-campagne. Alors pourquoi parler des relations ville-campagne? Parce que si on admet, comme je l'ai dit tout à l'heure, que finalement les villes sont par nature dépendantes des campagnes, notamment pour leur approvisionnement alimentaire, mais aussi pour l'eau, pour l'énergie, etc., ben, on peut se dire que finalement, ce qui serait important, ça n'est pas forcément de favoriser une illusoire autonomie urbaine vis-à-vis de l'extraction des ressources et de la consommation et des besoins, mais ça serait peut-être plutôt d'engager de nouvelles relations avec des territoires d'approvisionnement, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Alors, ce que vous voyez dans ce tableau qui peut vous paraître tout à fait compliqué et tout ça, mais je l'ai extrait de la thèse de Laetitia Veyrac qui a soutenu en décembre dernier. Donc, en fait, elle a essayé de voir si on pouvait déceler l'émergence de nouvelles relations ville-campagne. Alors pour elle, ce qu'elle appelait une nouvelle relation ville-campagne, ça serait une relation qui se traduirait par une prise en compte des impératifs de développement d'utilisation de ressources renouvelables et ou de sobriété, qu'on appelait encore à l'époque dématérialisation, mais dématérialisation, j'ai arrêté de l'employer parce que personne ne... Enfin, je comprends que personne ne comprenne parce que ça se mélange avec d'autres définitions de la dématérialisation. Donc, je me suis mise à la sobriété maintenant. Bref, donc, pour elle, c'est une relation dans laquelle soit on va développer l'utilisation de ressources renouvelables et ou, pardon, j'enlève soit, et ou on va s'engager dans une politique de sobriété et en plus avec des relations ville-campagne que l'on pourrait qualifier d'équilibrées ou de mutualistes, c'est-à-dire qui ne soient pas des relations de prédation, telles qu'on peut parfois les observer, des villes sur les campagnes. Et donc elle a dépouillé, bon je vois plus mes notes là, mais plus de 2000 initiatives qu'elle a cherchées dans toutes les banques de type territoire à énergie positive, etc., etc. À la fin de ce dépouillement, elle avait 63 relations à partir de ces 2000 initiatives, 63 relations qui pouvaient s'inscrire dans la perspective que je viens de décrire. Donc 63 sur 2000 documents qui contiennent chacun plusieurs relations, c'est infime. Et parmi toutes ces relations, il y en a celle qui est en haut à droite, c'est celle qui pourrait éventuellement peut-être caractériser un véritable changement, une véritable transition en termes de relations ville-campagne et de gestion du métabolisme et des relations interterritoriales. Et donc finalement, à la fin, il n'y en a qu'une. Et en plus, c'est une qui est très embryonnaire et dont on ne sait même pas si elle va marcher. Donc tout ça pour dire que finalement, on a un discours très fort, hein, et d'ailleurs qui a été à l'origine partiellement du travail qu'on a fait sur le métabolisme de la métropole européenne de Lille, puisqu'on essayait de voir aussi de connecter ça à des questions d'interterritorialité,
Donc on voit que le discours sur l'interterritorialité, il est très puissant aujourd'hui, il se développe beaucoup, etc., etc. Quand on essaye de voir comment est-ce qu'il s'incarne en termes de métabolisme, ben, on voit que les résultats sont extrêmement ténus. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est parce qu'on en est qu'au début, etc., etc., mais quand même, ça peut être un sujet de préoccupation. Alors, pour les 4 minutes qui me restent, je vais vous parler de demain, mais le vrai demain, il vaut mieux pas en parler. Donc, je vais vous parler de l'autre demain. Je voudrais juste évoquer rapidement des travaux qu'on conduit dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le Pyrensen, alors qui travaille sur l'ensemble du bassin de la Seine, et qui sont des travaux de prospective territoriale dans lesquels on essaye on fait de la scénarisation, hein, comme dans tous les travaux de prospective. Mais en gros, notre objectif, c'est d'associer des transformations territoriales avec des transformations de l'environnement, et même ultimement, mais ça c'est mes collègues biogéochimistes, hydrologues, etc., qui le font. À la fin, on essaye de dire, et puis à la fin, dans la Seine, il y aura la concentration en nitrate sera de temps. Mais eux, ils savent faire ça, et c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé au départ sur 2 scénarios. Le premier qui s'appelait Paris, le Nouveau Londres. Donc là, c'était un scénario hyper métropolitain qui faisait qu'on allait vers une confirmation de la tendance actuelle à la métropolisation, avec des effets sur la qualité de l'eau qui sont tout à fait dramatiques. Un deuxième qui s'appelait Les villes en leur bassin, alors dans lequel, comme vous pouvez le voir si vous le lisez rapidement, on est dans un régime politique de type 6e République. Alors c'est vrai que c'est un peu sensible de parler de ça en ce moment, mais notre idée était qu'on voyait se développer un gouvernement éco-socialiste, qu'on avait une légère démétropolisation, et puis un rééquilibrage vers des villes petites et moyennes, une mise en valeur des ressources locales, etc., mais dans un régime politique qui reste un régime politique différent de celui d'aujourd'hui, mais pas complètement différent. Et puis avec un système de polyculture élevage biologique pour ce qui concerne le système agricole. Et puis le dernier scénario sur lequel on a travaillé, c'est ce qu'on appelle le scénario post-métropolisation. Alors celui-là, il est beaucoup plus radical. En fait, ce qu'on a essayé, c'est de pousser nos hypothèses de changement le plus loin possible, en se disant, est-ce qu'on peut imaginer un bassin de la Seine, bon, puisque c'est notre échelle de travail, hein, qui serait engagé, au même titre que la France, voire l'Europe tout entière, dans une société complètement différente, et avec une pression sur les ressources, elle aussi complètement différente, et une organisation politique complètement différente, qui est essentiellement d'essence municipaliste. Alors, j'ai pas trop le temps de vous montrer tous les résultats, mais je voulais juste vous montrer celui-ci. Alors, dans ce scénario, on a diminué la population, mais on a diminué la pollution aussi, du coup, du bassin de la Seine, qui passe de 18 millions aujourd'hui à 13 millions, mais on n'a pas décidé de tuer tout le monde. Notre hypothèse était qu'il y avait une répartition de la population suite à un certain nombre d'événements que je n'ai pas le temps de décrire ici, mais on a une trajectoire qui a été élaborée pour arriver à cette situation. Donc un régime alimentaire très peu carné, polyculture, élevage biologique, agroforesterie, un système low-tech. Et donc ce que l'on obtient avec ce dispositif, c'est qu'on arrive à une autonomie alimentaire, alors théorique, hein, du bassin, mais tout en sécurisant 30% additionnel de production alimentaire, à la fois parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément d'un point de vue météorologique, parce qu'il y a des questions de solidarité interterritoriale et que donc il faut pouvoir aider ceux qui ont peut-être des productions moindres une certaine année. On a ajouté à ça, et ça qui est assez nouveau par rapport aux autres scénarios, des zones d'ensauvagement, donc on a appelé des zones de féralité, donc qui couvrent 10% du bassin, et tout le reste, alors bon,
c'est un peu rapide comme reforestation, puisque ça se fait en 30 ans, même pas, on le consacre aux forêts. Et donc là, ce que l'on arrive à obtenir, c'est que d'un côté, on a l'autonomie alimentaire avec beaucoup moins de surface agricole utile, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que le bassin de la Seine peut être théoriquement autosuffisant. Mais là, on fait passer la surface agricole utile, alors j'ai plus le chiffre, mince, je l'ai effacé, enfin on la diminue considérablement, je vous demande juste de me croire. Et par ailleurs, par la reforestation, on arrive, si on prend le scénario négawatt, à produire 30% de la consommation énergétique, donc pour 50 gigajoules par habitant et par an, avec une exploitation de la forêt durable, respectueuse de la biodiversité et de toutes ces sortes de choses. Et puis, si on allait vers une consommation énergétique plus faible, de l'ordre de 30 gigajoules, bon là, ce qui serait un très gros effort en termes de mode de vie, on arriverait à couvrir par la forêt 50% du besoin. Alors, vous pourriez dire, oui, bah, il est complètement farfelu, votre scénario, là, avec votre machin municipaliste, des biorégions et tout. Mais si on a voulu pousser aussi loin, c'est pour montrer aussi qu'on peut imaginer un monde dans lequel on fait diminuer la surface agricole utile, par exemple. Et ça, c'est tout à fait envisageable. On peut, par conséquent, imaginer un monde dans lequel il y a plus de forêts. On peut imaginer un monde dans lequel, si on accepte une diminution drastique de la consommation énergétique, on peut se passer de tout un tas de sources énergétiques conventionnelles. Mais, en gros, le résultat de ça, c'est que ce n'est qu'à ce prix qu'on peut le faire. Voilà, et donc, comme je parle depuis 1h02, je vais m'arrêter. Et je fais une petite pub, quand même, parce que, pour notre livre. Et je vous remercie de votre attention.